Allez, on va attaquer comme ça. Ce que je disais tout à l'heure, l'idée c'est que... Donc déjà, merci d'être venu pour cette conférence de presse. Il ne vous a pas échappé qu'on l'a fait un petit peu tard par rapport à la rentrée, mais l'idée c'était de pouvoir vous donner quelques éléments un petit peu plus précis que ce qu'on avait début septembre, parce que c'était encore un petit peu court par rapport au bilan Parcoursup, bilan des effectifs, bilan des formations, etc. Donc là, on a eu quelques remontées de nos établissements, même si ce n'est pas encore exhaustif, ça nous donne quand même quelques points un peu plus précis. Alors vous avez vu qu'on a produit un document qui est un peu long. Alors l'idée c'est justement du coup de faire un document long pour raccourcir l'intervention liminaire et puis laisser plus de place à vos questions, parce qu'en général vous arrivez avec vos questions précisément et tout le temps qu'on est en train de parler vous dites bon quand est-ce qu'ils ont fini. Donc, on va essayer d'être un peu plus efficace, quitte à revenir après sur des choses qui sont celles qui vous intéressent. Donc je ne sais pas si vous avez l'habitude de lire nos communiqués de presse. Bon, la semaine dernière, ou nos lettres flash. Donc la semaine dernière, on a produit une lettre flash qui portait sur les conditions de la rentrée, justement. Et donc on a choisi cette année de mettre l'accent sur les inégalités. On a essayé de voir la rentrée au prisme des inégalités et de la précarité. Parce qu'il nous semble que progressivement, on assiste à une inversion de la logique qui était jusqu'alors la logique partagée par tout le monde. On était dans l'idée que les inégalités étaient plutôt une anomalie et que c'était un problème à résoudre par des moyens humains, financiers, réflexion pédagogique, didactique. Et il nous semble qu'aujourd'hui, ces inégalités, elles sont pratiquement érigées au rang de principe fondateur. C'est-à-dire qu'on inverse un petit peu les choses et que ce qui préside à l'organisation du système, c'est les inégalités et la construction autour d'inégalités. Alors on va argumenter autour de ça, évidemment. Il nous semble qu'on peut mettre en avant au moins 3 grandes inégalités, où la précarité étant une forme d'inégalité. La première inégalité, c'est celle de l'accès à l'enseignement supérieur. Alors, évidemment, il semble difficile aujourd'hui de passer sous silence l'opacité dans laquelle se termine la phase d'affectation des candidats via Parcoursup. Ça sortit d'une démission de quelques membres du comité éthique et scientifique du suivi de Parcoursup, et puis les arguments évoqués ne peuvent que questionner lourdement quant à la volonté du gouvernement de faire un bilan qui soit un bilan objectif. Voilà. Donc, de notre point de vue, et du point de vue visiblement aussi du comité d'éthique et scientifique, aucun bilan sérieux ne peut être réalisé. On sait juste que 2600 candidats à ce jour n'auraient aucune affectation, et les chiffres ministériels restent bien flous puisqu'ils n'intègrent pas les sorties de la plateforme, ils ne donnent aucune idée du taux de satisfaction, et c'est pas faute d'avoir demandé ce chiffre, parce que pour nous c'est le seul chiffre qui permettrait de faire un bilan sérieux et réel. Alors, dans le cadre des bilans, chacun y est allé un petit peu de son bilan, et donc on peut quand même souligner le bilan qui a été effectué par la C3D, STAPS, la conférence des directeurs de STAPS, dont la tonalité est reprise un petit peu par la CPU et d'autres conférences des directeurs. Et bon, on ne peut qu'être surpris, je laisserai vraisemblablement Nathalie tout à l'heure vous donner plus de précisions, mais le président de la C3D, Didier Delinière, souligne qu'il y a une hausse globale du taux de réussite de 8%, et il se satisfait du fait que cette hausse serait mécaniquement liée à l'éviction des bacs techno et professionnels. Donc évidemment, dans ces conditions, il est facile de comprendre que l'élévation du taux de réussite mentionné est directement liée à la sélection qui privilégie plutôt les bacs généraux. Si on prend un chiffre très significatif, en STAPS par exemple à Lyon, en 2 ans, on est passé d'un taux de bac pro qui est en 2017 de 10% à cette année un taux de 1,1%. Donc évidemment, on a un bac pro qui passe de 10% à 1,1%, pendant que de l'autre côté, les bacs S passent de 41% à 56%. Donc effectivement, quelle année entre 2017 et 2019, en fait, depuis que Parcoursup est en vigueur. Donc on passe de 10% à 1% sur les bacs pro, et mécaniquement, entre guillemets, de l'autre côté, on passe de 41% à 56% de bac S, et évidemment, on a une amélioration de la réussite. Bah oui, évidemment. Donc
La question qui se pose très clairement, c'est donc est-ce qu'on acte ici le fait qu'on considère que certains bacheliers n'ont pas de droit à accès à l'enseignement supérieur? Est-ce qu'on considère que certains n'ont rien à faire à l'université et qu'on renonce à réfléchir à la façon dont on peut faire réussir tous les étudiants et pas seulement ceux des bacs généraux et plus particulièrement scientifiques? Donc ça, c'est une question effectivement qui nous oppose au gouvernement très clairement. Pour rappel, on a des chiffres qui sont très inquiétants. Plus 400 000 étudiants en plus depuis 10 ans et parallèlement une baisse de 9 000 enseignants-chercheurs sur la même période. Donc 400 000 étudiants d'un côté, près de 10 000 étudiants enseignants-chercheurs en moins de l'autre. On a encore d'autres chiffres comme la baisse de 10% de la dépense par étudiant depuis 10 ans. Régression du taux d'encadrement. On a une baisse des volumes horaires de formation, puisque à Montpellier, par exemple, dès cette rentrée en fac de sciences, ils ont été sommés donc, de diminuer leur offre de formation de 10% alors de 8% alors qu'ils l'avaient déjà diminué de 7% l'année dernière en termes d'heures de formation. Donc on arrive maintenant, depuis 2 ans, à une licence qui a été amputée de 15% d'heures maquettes. Ça correspond quand même à un semestre de formation. Donc c'est-à-dire que la licence il y a 2 ans comportait un semestre de formation en plus. De fait, avec ce type de logique, on ne peut que remettre en cause la volonté de faire réussir tous les étudiants. Je passe sur la reconnaissance du bachelor comme grade de licence. On en parlera tout à l'heure si ça vous intéresse, mais c'est une démarche qui laisse ouverte la privatisation des formations et le champ libre à tout un tas d'établissements ouverts sur le marché. Alors concernant les étudiants étrangers, puisqu'on était sur l'accès à l'ESR, on a aujourd'hui moins de 10% des établissements français qui ont appliqué la hausse des droits d'inscription. Donc il est clair que les universités font de la résistance à l'augmentation et que la mesure a du mal à cacher ce qu'elle est vraiment, un désengagement du financement de l'enseignement supérieur par l'État. Et donc le plan Bienvenue en France, contrairement à ce que le Premier ministre laisse penser, est quand même, dès à présent, on peut considérer que c'est un échec. Le Premier ministre se cache derrière des chiffres qui ne sont pas connus. Donc évidemment, la première des choses que l'on demande, nous, c'est d'avoir enfin la liste, le nombre d'étudiants réellement inscrits pour l'année 2019-2020 pour pouvoir réellement faire un bilan et ne pas faire un bilan sur la base de ceux qui ont été juste admis dans le cadre de Bienvenue en France, alors qu'ils ne sont toujours pas inscrits. Donc faire un bilan alors que les étudiants ne sont pas inscrits, ça relève du mensonge ou on dira d'une malhonnêteté certaine. Alors concernant les inégalités, je ne les détaillerai pas cette fois-ci. La seconde inégalité que l'on a mis en avant et qu'on continuera à mettre en avant puisqu'on demande un moratoire concernant l'expérimentation, c'est celle d'une inégalité de traitement sur le territoire en fonction des établissements, voire même à l'intérieur des établissements, puisque dans le cadre des regroupements et des statuts expérimentaux, il y a une mise en concurrence à l'intérieur même des établissements entre les composants. Donc on assiste progressivement au passage d'un service public au service de toutes et tous, à un ESR qui devient un ESR à la carte, au service de quelques-uns. Et les propos de la ministre Vidal qui réclame la généralisation de ces expérimentations à tous les établissements, suivi par la CPU qui demande la même chose et qui ne demande qu'une accélération du processus, ne peut que nous inquiéter. Donc le moratoire que l'on a demandé, c'est pour pouvoir réaliser un bilan réel des regroupements qui sont déjà en œuvre depuis une dizaine d'années et dont on n'a aucun bilan sérieux qui puisse permettre de questionner à minima ce qui est en train de se faire aujourd'hui. Et puis le dernier point, c'est la précarité qui monte chez les enseignants, avec la persistance du gel du point d'indice en cette rentrée, alors qu'on a perdu 2 mois et demi de salaire par an depuis 20 ans. On attend toujours la revalorisation du point d'indice.
vu l'austérité budgétaire, les établissements privilégient les heures complémentaires au détriment des emplois statutaires. Les heures complémentaires sont payées parfois à un niveau indécent, puisque quelquefois c'est même inférieur au SMIC. Donc on a une précarité qui se développe, des postes qui sont offerts au compte-gouttes et donc forcément un découragement des jeunes thésards et des jeunes doctorants. Et puis là-dessus va s'ajouter le projet de réforme de retraite qui est en cours et qui touchera plus particulièrement encore les enseignants du supérieur, puisque je rappelle que nous entrons en carrière en gros, hein, quand on est enseignant-chercheur à 34 ans. Donc évidemment, quand on entre dans la carrière d'enseignant-chercheur à 34 ans, engranger un maximum de points va devenir de plus en plus difficile. Et donc, il nous semble que les enseignants-chercheurs sont particulièrement touchés. Et là, on va évidemment chercher à rebondir sur ces questions. J'arrêterai là. Je laisserai peut-être Christophe compléter s'il a des choses à ajouter, s'ils ne vont pas être trop longues. Et puis, surtout, on va plutôt montrer sur les questions, puisque j'ai posé quelques pistes, mais vraiment sans détail. Je ne sais pas ce qui vous intéresse le plus, donc à vous de me dire maintenant ce que vous souhaitez qu'on développe. Sur le WICI, justement, vous parliez de 8%. C'était pour Lyon, c'était de global, les chiffres que vous donniez sur les bacs pro. C'est global. Ah non, 8% c'est pas les bacs pro, hein, c'est l'élévation du taux de réussite. Les chiffres que, de façon générale, de 8% en STAPS. Donc le bilan de la C3D met en avant une hausse globale du taux de réussite de 8%. Par contre, les chiffres que j'ai donnés ensuite, c'était pour le STAPS de Lyon. Mais est-ce que, enfin moi je vais faire un peu l'avocat du diable, mais est-ce que finalement les bacs pro, est-ce que ça ne veut pas dire aussi peut-être qu'ils ont trouvé plus de place dans les BTS? C'est peut-être qu'il faudrait voir. Et que là où c'est mieux adapté, parce que à quoi ça sert de les envoyer dans des filières STAPS où il y a quand même des matières générales où ils sont un peu largués, à quoi ça sert de les envoyer là? Donc peut-être que c'est mieux pour eux, non? Je sais pas, Nathalie, tu interviens quand tu veux intervenir. On n'a pas, évidemment l'analyse fine de qui n'a pas eu de réponse positive et qui a été envoyé où. Donc c'est bien pour ça qu'on veut un bilan sérieux des chiffres. Ceci étant, pour répondre quand même un petit peu à votre question, jusqu'à présent, le taux de réussite des bacs pro n'était pas de 0. Il était de moins 4% quand même par rapport à ceux qui entraient en STAPS. Ça veut dire que de fait, ils sont capables de réussir si on met les moyens. Donc pourquoi les condamner d'avance? C'est ça, c'est toujours ce qu'on défend. Il n'y a aucune raison de les mettre de côté quand on sait que certains, si on les aide et s'ils sont inscrits, peuvent réussir. Donc pourquoi de fait considérer, s'ils le souhaitent bien sûr, s'ils souhaitent venir, pourquoi considérer qu'ils auraient moins le droit que les autres d'être présents? Peut-être qu'ils étaient moins candidats aussi. Peut-être, mais c'est vrai pour mener ce bilan-là, c'est bien justement ça qu'il nous faut, parce que sinon c'est trop facile de faire parler les chiffres comme on souhaite. Je ne sais pas si je peux rebondir par rapport au bac pro et au bac techno également. Oui. Parce que, alors, les bacs pro sont très fortement concernés par rapport au bac techno. Alors c'est vrai qu'ils ont plus de place en BTS. Mais alors pour l'instant on n'a pas les données cette année en 2019, mais sur 2018, quand on regarde ils font un certain nombre de vœux, donc, enfin de demandes de formation, c'est eux qui font le moins de demandes de formation, qui demandent en priorité les BTS. En fait il y en a très peu en bac pro à l'université, quand on regarde par rapport aux demandes au niveau des BTS et des DUT. Mais c'est les premiers éjectés aussi. C'est-à-dire que quand on regarde les propositions qui ont été acceptées, c'est eux qui en ont le moins. Et en fait, c'est les perdants de Parcoursup. Puis après, vous avez les bacs techno, alors dans une moindre mesure, mais qui sont aussi quand même pas mal impactés. Et puis finalement, les bacs généraux, eux, ils s'en sortent très très bien. À part ceux qui sont en difficulté. Donc en fait, la plateforme Parcoursup a créé une hiérarchie entre d'abord les meilleurs des bacs S, enfin des bacs généraux, pardon, et surtout les bacs S. Ensuite, vous avez les moins bons, entre guillemets, ceux qui ont moins bien réussi leurs études secondaires, donc en lycée. Et puis ensuite, viennent les bacs techno et enfin les bacs pro.
Et quand on regarde les commissions d'accès à l'enseignement supérieur, c'est-à-dire ce sont les étudiants en fait qui n'ont pas, enfin les élèves qui n'ont pas de proposition nulle part, et donc après le rectorat essaie de les aider à trouver une place. Et ben pour les bacs pro, c'est surtout de l'apprentissage qui est proposé, et surtout aussi les formations, les passerelles, ce qu'on appelle les passerelles. En fait, pendant un an, on essaie de les remettre à niveau pour après repostuler un BTS. Ce système marche plus ou moins bien. Et au niveau des moyens, est-ce que, après les chiffres que vous avez, est-ce que les universités ont joué le jeu des WICI? Alors c'est très variable d'une université à l'autre. Alors pourquoi? En fait, les moyens sont donnés sous forme d'appel à projet. Donc c'est les nouveaux cursus à l'université. Et tout le monde, chaque université n'est pas égalitaire. Donc c'est pas calculé, si vous voulez, en fonction du nombre d'étudiants qu'on va avoir en WICI. Il faut avoir déposé un projet. Et si le projet est accepté, on va pouvoir donner de l'argent. Alors à côté, il y a eu quand même quelques financements, disons, récurrents par étudiant. Mais la majorité, en fait, a été financée par ces appels à projets. Donc ça fait qu'on a des WICI très variables d'une université à l'autre. Alors concernant l'université, par exemple, de Lille, nous, à l'UFR, enfin la fac des sciences et technologies, nous avons eu 0 moyen. Donc les étudiants ont eu du tutorat uniquement. Et il s'avère que la différence entre les personnes qui ont été dans le parcours WICI et d'autres qui n'ont pas été dans le parcours WICI, le taux de réussite est exactement pareil. Vous avez également l'université de Marseille aussi, qui a mis également en place des parcours WICI. Et ils ont constaté qu'au cours de l'année, en fait, ils avaient une diminution des effectifs d'étudiants qui participaient à ces dispositifs. Alors il faut bien comprendre que les parcours WICI, au départ, on vous dit, voilà, on vous met à part. Donc déjà, d'un point de vue de l'étudiant, c'est compliqué de dire, oui, tu as réussi ton bac, tu as, voilà, il y a des lacunes, on te met dans un autre parcours, il y a des étudiants qui nous disent, oui, mais alors moi je ne fais pas la même chose que les autres. Et donc forcément, il y a une démotivation qui se crée, d'où parfois des diminutions là-dessus. À Lyon 2, il n'y a pas eu d'évolution du taux de réussite pareil entre les oui et les WICI. Les non-WICI et les WICI. Mais quand on évoque la question des moyens, il faut bien voir qu'il y a moyens et moyens. C'est-à-dire qu'à Lyon, par exemple, on nous a donné des moyens qui sont des moyens contractuels. Donc on a 6 contractuels qui sont des gens qui ont été recrutés in extremis parce que les contractuels, personne n'en veut de ces postes-là. Donc on a effectivement 6 contractuels à 384 heures qui ont été recrutés au mois de juin de l'année dernière. Sur certains postes, il y avait un candidat, parce que voilà, c'était la dernière limite pour recruter quelqu'un. Et en général, ce sont des doctorants qui n'ont pas obtenu de poste de maître de conférence, qui postulent sur des postes de contractuels à 384 heures, au lieu d'avoir un poste d'ATER ou un poste de maître de conf à 192 heures, et qui sont payés 1 500 €. Donc 1 500 € pour faire 384 heures et pour faire tourner les WICI, je veux bien qu'on considère ça comme des moyens. Le ministère nous répond, mais si, des moyens, on en a donné plein. Oui, des moyens contractuels, pas de problème. Mais ce n'est pas ces moyens-là qui peuvent faire réussir les WICI. Donc si on veut parler de moyens, parlons de moyens réels, d'enseignants statutairement recrutés, etc., etc. Pas de gens qui sont surexploités et qu'on presse comme des citrons. Parce que c'est pas possible de faire réussir des étudiants avec des enseignants comme ça. Qu'est-ce qui fait que selon vous, on passe du fait que des fois on a 7%, 8%, on a tout l'échec baisse, au fait que des fois on n'a plus d'évolution. C'est quoi qui est la différence avec le dispositif? Au fait que Parce qu'on dit que selon l'université, on constate soit une amélioration avec le modèle qui décroche grâce au WICI, et dans d'autres où on constate que rien n'a changé finalement. C'est quoi qui fait la différence? C'est l'accompagnement? Oui. En fait, ce qu'on voit, c'est que ça a été fait à minima quand même, ce dispositif. D'accord? Il faut bien voir que le ministère ouvrait des postes supplémentaires à la rentrée 2017, la première année, à 1 500 € l'étudiant. D'accord? Un étudiant à l'université, en moyenne, ça coûte 10 000 €. En licence, un petit peu moins qu'en master, donc il faut pondérer un petit peu, mais vous voyez, on est très loin, d'accord, des 1 500 €. L'année dernière, pour faire accepter Parcoursup, la ministre est montée à 2 500 €, d'accord, la place supplémentaire ouverte dans les différentes universités. Et cette année, ils sont redescendus à 1 500 €.
D'accord? Donc aujourd'hui, en effet, on a une croissance, on a dit, du nombre d'étudiants, avec encore, c'est bon, on le revendique, une diversité de profils, d'accord? Mais avec un taux d'encadrement qui chute. Hein, donc comment vous voulez, déjà dans ces conditions-là, faire des parcours personnalisés et être plus attentif en effet à des profils en difficulté, alors qu'on a moins d'enseignants par étudiant. Vous voyez, donc c'est ça, c'est que peut-être que parfois ça marche, c'est peut-être des dispositifs de remédiation qui sont en soi pas idiots, hein, mais ça se fait dans des conditions toujours dramatiquement déficientes. Voilà, c'est ça. Donc déjà, même dire qu'il y a une évolution, voilà, c'est déjà pas facile à prouver, on le voit. Quelquefois, il n'y a rien qui se passe, quelquefois, c'est un petit peu mieux. Et quand on voit quand c'est un petit peu mieux, finalement, c'est parce qu'il y a eu une sélection beaucoup plus drastique à l'entrée. Donc, vous voyez, le parcours de remédiation dans ces conditions, l'évaluer, bon. Alors, après, ça dépend quel type de parcours ici vous mettez en place. Parce qu'il y a des parcours ici qui n'ont rien à voir avec une licence classique en termes de contenu. Donc vous pouvez très bien choisir un contenu après pour augmenter le taux de réussite. Mais si on compare une licence classique avec de la remédiation à côté, je parle disciplinaire, ben là vous n'avez pas de différence. Et bien celles qui vraiment mettent les moyens avec des cours de... Alors après il y a les problèmes de moyens, il y a des universités qui ont beaucoup de moyens et qui ont pu en mettre en place des dispositifs intelligents. Il y en a même qui font la première année en 2 ans pour laisser le temps de se mettre à niveau. Oui, c'est très variable. Oui, c'est très variable d'un établissement à l'autre. Et du coup, leur taux de réussite, on ne le connaît pas. Ceux qui vont le faire en 2 ans. Oui. Alors, ce qu'on a constaté aussi, parce qu'en général, les WICI, ils étaient plutôt en bas de classement, il y a certaines universités qui ont constaté que finalement, des personnes qui étaient plus bas dans le classement, dans Parcoursup, par rapport à ceux qui étaient au-dessus, elles réussissaient mieux. Alors, vous voyez. Et qu'ils n'étaient pas forcément bons dans des parcours WICI, mais globalement. Donc, ça veut dire qu'aussi, l'examen sur les notes du secondaire, qui ne sont pas en attente avec ce que nous, on souhaite dans la licence, c'est pas un critère qui est pertinent. Et d'ailleurs, il y a certaines universités, notamment l'université de Marseille, qui se demandent, on va prendre tout le monde, et après on verra un semestre, et après on verra qui a besoin d'une remédiation ou pas. Parce que vous pouvez avoir des élèves qui s'en sortent pas bien dans le secondaire, pour diverses raisons, et qui finalement, arrivant dans le sup, s'en sortent, et inversement. Donc c'est très très aléatoire aussi à ce niveau-là. Donc à Marseille, ils font plus de WICI? Ah si, à Marseille, ils ont fait des dispositifs de remédiation. On prend tout le monde et on attend un semestre. Là, c'est peut-être pour l'année prochaine. D'accord. Donc c'est en cours de réflexion, c'est pas définitif. Mais ça a été ça la réaction des collègues, voyant que finalement il n'y avait pas de différence. Voyant aussi que les effectifs dans les dispositifs de remédiation baissaient, que finalement il fallait peut-être mieux attendre un semestre et voir quelle remédiation proposer en fonction des résultats de réussite au premier semestre. Comment voyez-vous les contrats pédagogiques de réussite? Alors pour l'instant on n'a pas de retour de contrat pédagogique d'établissement sur ce point-là. Ça peut partir d'un bon sentiment à partir du moment où on met les moyens derrière. Ça peut partir aussi d'un bon sentiment si on n'individualise pas à outrance les parcours. En fait, des résultats de la recherche montraient que même les étudiants en difficulté, il fallait les mettre avec les autres. Parce que les étudiants qui avaient plus de capacité, en fait, entraînaient ceux qui avaient des difficultés. Alors, il ne faut pas, bien sûr, qu'il y ait un gap trop important entre les deux, évidemment, mais ça permet d'entraîner les étudiants qui sont tout entre 7 et 10, quoi, en gros. Alors, ceux qui sont vraiment en bas, là c'est beaucoup plus compliqué. Et ces contrats pédagogiques, ça dépend ce qu'on en fait derrière, qu'est-ce qu'on propose comme dispositif. Autrement, voir l'étudiant où est-ce qu'il en est au cours de l'année, c'est très bien. Je veux dire, ça permet de suivre. Quelquefois, un étudiant peut avoir des difficultés
En dehors même du système des études, hein, par exemple des problèmes d'ordre socio-économique, il ne va pas aller le dire. Et ces réunions que l'on peut avoir avec ces étudiants-là va permettre de détecter les problèmes que peuvent rencontrer les étudiants et après aiguiller vers les services compétents de l'université pour les aider, parce que quelquefois, il n'y a pas que l'aspect lacune disciplinaire, entre guillemets, qui pose problème, mais il y a aussi les conditions d'études qui font que ça peut être un frein dans la réussite des études. Et pour l'instant, on n'a pas beaucoup de retours des établissements, ça se met tout juste en route, donc c'est encore compliqué pour avoir des retours à ce niveau-là. Et là encore, un contrat pédagogique pour 300 000 étudiants. Oui, alors après il y a le D'accord. Vous passez quelques heures, vous voyez le nombre de postes que ça va mobiliser aussi, quoi. Oui, t'avais calculé. Oui, je ne sais plus, mais... Ça demande en fait un 300 000 euros, c'est pour la L1. D'accord. Si on considère que le contrat pédagogique dure pendant toute la licence, c'est 900 000 étudiants qu'il faut suivre individuellement avec un contrat, donc avec un rendez-vous individuel. Même si vous mettez quelques heures à chaque fois pour ça, voilà, ça mobilise un nombre de postes énorme. Donc, et ça, on ne les a pas. Oui, enfin, en tout cas, ils n'ont pas été créés. Ça a été un appel à projet aussi pour ceux qui voulaient suivre, faire des contrats pédagogiques. Ça a été des heures supplémentaires qui ont été affectées à des responsables de formation.